Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, toujours un plaisir de vous retrouver, c'est le RMC Fighter Club numéro 405. Aujourd'hui, retour sur Hexagone MMA 43e édition qui avait lieu ce week-end à Paris avec en combat principal la victoire de Mathieu Leto Duclos après la blessure d'Ilian Boafia dès la première reprise. En co-main event, c'est la ceinture des moins de 93 kg qui était en jeu et qui a été remportée par notre invité que je vais vous présenter dans un petit instant. Le temps pour moi d'accueillir Baba, le pilier du RMC Fighter Club. Salut Baba. Salut Charles, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va forme? Une fois n'est pas coutume, je suis pas le plus balèze sur le plateau. Ouais, ça va, ouais, ça arrive quand même que tu sois, ça arrive que tu sois le plus balèze quand même. Et là, je vais me faire discret là. Ouais, nous, il y avait cet hexagone, hein, nous on bossait sur l'UFC ensemble, sur l'UFC 327, on n'était pas au Zénith, on était un peu dégoûtés. C'est clair. Mais on a tout regardé, on a tout Il y avait de l'ambiance suivi, apparemment. et il y avait de l'ambiance. Ouais. Et je pense que ça va nous être confirmé par notre invité donc en studio à nos côtés. Il est désormais champion mi-lourd chez Hexagone MMA grâce à une victoire à la décision contre l'Aios Pape, Bafodé Gassama. Salut, comment ça va? Salut Charles, salut Baba. Ouais, bah ça va très bien, écoute, hein. T'as la Champion, forme? la forme, tout va bien, pas de bobo et très content. Ouais, pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous pouvez voir la ceinture Hexagone MMA qui est à côté de Bafodé. 4e victoire pro, les 3 premières c'était à la première reprise. Ouais. Finalement là t'as fait 5 rounds, donc vraiment une distance à laquelle t'étais pas habitué. Mais là t'es pas abîmé, en tout cas sur le visage etc, t'es nickel. Et tu t'es bien remis de ces 5 rounds, ces 25 minutes de combat? Ouais, bah écoute, je sens encore le corps endolori un peu, mais sinon pas de bobo comme t'as dit, le visage tout va bien. Quelques hématomes un peu à la jambe je crois, parce qu'il m'a mis 1 ou 2 low kicks, mais sinon ça va. 1 ou 2 low kicks sur 25 minutes, c'est bien, c'est honnête pour un combat de championnat. Allez, c'est parti pour le RMC Fighter Club avec notre invité Bafodé Gassama. Ouais, bah, c'est pour ça, c'est parce qu'il est encore affûté du combat qu'il est plus costaud que toi, sinon on laisse quelques jours. Ah Costaud, ouais. Ouais, non. On peut compter là-dessus. On est quasiment voisins, j'ai pas envie d'avoir une rencontre fortuite dans la rue. Ouais, c'est vrai. Bon, on est tous les trois, on habite dans le 92. Hein. Ouais. On n'est pas très loin, on en a parlé Ouais. juste avant, donc on y est bien. Et puis c'est une belle petite ville là-bas. Hein. Toi, t'es du côté de Colombes. C'est ça T'en exactement. caches pas parce que t'es aussi employé municipal. C'est ça. Donc c'est une vie que t'as construite là-bas et qui, pour le coup, te convient en région parisienne. Oui, bien sûr, bah je pense que les Hauts-de-Seine c'est un très beau département, surtout quand on commence à développer une famille, tout ça. Et moi, ça fait un petit moment que je travaille à la ville, ça va bientôt faire 10 ans, je suis électricien. Et la ville commence à mettre des choses en place, surtout avec le nouveau maire, monsieur Giancomoni, Joachim. Donc du coup, on va essayer de mettre des choses en place pour développer le MMA au sein de ma ville aussi. On va en profiter parce que c'est quand même important aussi pour un combattant qui est en train de se construire. Tu as des sponsors qui te suivent. Oui. Déjà, ta marque de textile, Oui. c'est une grande marque japonaise. Ouais. C'est Mizuno, on peut le dire. Mizuno, c'est Tu ça, es ouais. suivi par Mizuno. Tu as aussi fait des posts Instagram avec eux. Tu voulais aussi parler d'un sponsor qui est sur ta casquette. Ouais, en fait, ça, c'est un sponsor de mon pays d'origine, la Guinée-Conakry. Donc, je salue le président, M. Mamadi Doumbouya, par le programme Simandou 2040, qui va me permettre de développer le MMA en Guinée et d'aider la jeunesse et un peu la culture guinéenne à s'élever. Voilà, donc des sponsors qui suivent Bafodé, c'est important aussi pour l'expansion d'un combattant. Alors on va dire jeune combattant, même si tu n'es plus si jeune pour un combattant, mais ta carrière est assez jeune. Juste par rapport, on parlait des Hauts-de-Seine, etc. Toi, tu es né au Mans. C'est ça. Et j'ai regardé donc tes 3 premiers combats pro chez Hexagone, tu as combattu à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse. Et là, enfin, maintenant que tu es parisien, on va dire, puisque tu habites à Colombes en région parisienne, c'était un kiff pour toi de pouvoir combattre à Paris? Tu as peut-être pu ramener pas mal de ton entourage un petit peu plus que sur les autres dates? Ouais, non, franchement, c'était un souhait depuis un petit moment que j'émettais à Hexagone. Je suis très content que ça se soit fait à ce moment-là. En plus, surtout pour la ceinture. Je pense que les gens ils l'ont senti quand je suis rentré en scène au Zénith, les gens se sont levés, ils étaient très contents que je combatte enfin à Paris. Et puis même le scénario du combat a fait qu'il y avait beaucoup d'engouement et je pense que c'était le combat de la soirée. Donc très content d'avoir pu combattre à Paris. Oui. Ouais, Baba, sûrement le combat de la soirée. D'ailleurs, même aux commentaires, donc nous on le disait, on n'y était pas, il y avait cette petite frustration, mais aux commentaires, Antoine Taylor, ils disent tout de suite, ils disaient ah là, sur la rentrée de Bafodé, il y a plus d'ambiance que ce qu'on a vu sur le début de la soirée. Ouais. Et après, le combat, il a été à la hauteur aussi, donc ça a été un petit peu le highlight de la soirée. Ouais, bah clairement, c'était un très bon combat, très engagé, qui va à la décision, donc c'est ce qui va plaire aussi au public. Les publics aiment bien les KO, certes, mais ils aiment bien quand il y a un combat de 5 reprises, avec beaucoup d'engagement. À titre personnel, je vais même te dire que moi, ça me surprenait que ce soit pas le main event de base, parce que certes,
le combat du main event, il y avait une histoire, il y Mhm. avait quelque chose et c'est le tournoi. Mhm. Mais là, on a quoi pour le titre en 5 reprises. Et, Mhm. je suis peut-être un peu vieux jeu, mais pour moi, ça veut dire que ça doit être le highlight de la soirée. Et vu le déroulé du main event, c'est le highlight de la soirée de loin. Il y a Mhm. rien à dire là-dessus. Donc c'est tant mieux. Et ça permet en plus de continuer à apporter de l'engouement au sport. Moi, je suis pas mal bafoudé. J'ai vu qu'il était au Colombe Muay Thai. Je passe un grand bonjour d'ailleurs à Foued, à Kader, tout ça. Hamza, toute la Mhm. compagnie. J'ai vu que tu as fait un peu le tour de la ville. Donc C'est ça ça. doit être cool quand même d'être un représentant sportif d'une ville et de dire voilà, voilà ce qu'on peut faire aux jeunes, etc. Quoi. Ouais, franchement, on est des sportifs. Moi, aujourd'hui, me considère sportif de haut niveau. Donc, du coup, je pense que c'est important de transmettre des bonnes valeurs et de transmettre aussi l'espoir. Comme moi aussi, j'ai commencé les MMA assez tard. Et moi, j'ai juste envie de transmettre l'image du fait qu'avec du travail, on peut arriver à nos fins. Et je suis très content d'avoir pu faire le tour de la ville et c'est pas fini, tu vois. Ouais, c'est que le début. C'est Mhm. que le début. Et puis là, on espère que les gens regardaient aussi RMC Sport et que du coup, même dans la rue à Colombes, les gens vont te reconnaître encore plus qu'ils ne le faisaient déjà avant. On Mhm. va rentrer dans le détail du combat dans quelques instants, mais justement, tu le disais, on le disait, tu es assez jeune dans ce sport parce que tu as simplement commencé le MMA en 2022. C'est ça. C'est assez fou, dinguerie. c'était il y a 4 ans. Ça rappelle un peu, il y a un épisode qu'on va diffuser Ouais, pas loin du qu'on PFL a pour SM enregistré. Barguet à Tangana, qui lui aussi a commencé très tard le MMA et Ouais. qui a déjà un parcours qui est assez exemplaire et une détermination aussi qui ressemble à la tienne. Tu es champion de France amateur, vice-champion du monde IMAF, et donc tu es déjà champion d'une grande orga française après seulement 4 ans de pratique. Juste le mot du consultant, Baba, mais c'est assez. Franchement, c'est pas parce que c'est notre invité, etc. Mais Non, le parcours est assez fou parce que Hexagone, aujourd'hui en France, il y a Ares, Hexagone qui sont peut-être les deux plus grosses organisations. Mais c'est assez dingue d'être dans cette orga, d'être dans cette catégorie et de réussir à faire ce qu'il fait. bien sûr, c'est une dinguerie. 4 ans seulement de pratique, je te le dis. Moi, je viens d'une époque où il fallait pratiquer 4 ans pour que dans le club, on te laisse rentrer dans le ring, Mm. pour que tu puisses être confronté aux anciens en sparring. Là, je te parle de. Là, c'est juste. C'est une performance exceptionnelle de faire ça, d'avoir tout un passé sportif, on y reviendra, mais tu avais déjà un premier passé sportif. Donc, Oui. en plus, ça veut dire qu'il faut se réinventer et que tu découvres quelque chose de nouveau. Tu vois les gars qui ont de l'avance sur toi. Psychologiquement, c'est pas si simple. Donc, mais voilà, Bafodé, c'est quelqu'un de pressé. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me souviens, c'est parce qu'on avait fait un plateau ensemble. C'était l'UFC Macao. Oui. Et on parlait de ça, tu vois. Il est en amateur et il me parle de ses ambitions, de faire ça vite. On est 2 ans plus tard. Il a fait exactement ce qu'il m'avait dit ce jour-là. Mm. Donc voilà, c'est le destin. Il y a les blessures, il y a tout ce qu'il faut jouer avec. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de travail derrière, sinon ça marche pas. Il y a du travail, il y a forcément un peu de talent. C'est quoi tu crois sans forcément, mais tu peux te la raconter, c'est pas grave. Mais c'est quoi le truc en plus, tu vois, que tu as eu par rapport aux autres? Je pense, Charles, le truc que j'ai eu en plus, moi, c'est la vision. Depuis le début que j'ai commencé les MMA, j'ai toujours eu la vision de faire les choses pas à pas. Et souvent, dans les sports de combat, j'ai remarqué que des fois, il y a des gars, ils prennent des risques ou des combats qu'ils ne devraient pas prendre, ou ils prennent pas le temps de se développer. Et moi, comme il l'a dit, Baba, avant, je faisais du foot. Et dans le foot, je considère que je me suis brûlé les ailes et je me suis juré de ne pas répéter cette erreur-là. Donc, c'est pour ça que j'ai bien pris mon temps en amateur, même si les gens ils pouvaient croire que j'étais vieux. Aujourd'hui, tout le temps que j'ai fait en amateur, je le rattrape dans l'expérience de cage avec tous mes combats. Tous les adversaires que j'ai eus, ils n'ont pas eu autant d'adversité que moi et autant d'adversaires que moi. Mm. Donc, du coup, c'est juste la vision qui m'a aidé. Après, le travail et voilà, mais c'est la vision surtout. Cette vision aujourd'hui, pour toi, elle t'emmène jusqu'où? Pour moi, Charles, la vision aujourd'hui, elle m'amène. Bah écoute, tu sais, les MMA, c'est un peu un sport à certains. Donc, moi, comme je l'ai souvent dit en interview, chaque combat, c'est une deadline pour moi. Donc, j'essaye toujours de. Le prochain combat, c'est lui que je dois passer et ensuite, je vois. Donc là, maintenant, je suis champion. Mon prochain combat, normalement, ça va être de défendre la ceinture. Mm. Si maintenant il y a d'autres opportunités, je vais essayer de les saisir. J'aimerais toujours aller le plus haut possible. Si je dois aller à l'UFC ou au Contender Series, bah, j'irai. Parce que question en fait de temporalité, il n'y aura personne qui l'aura fait en France. Mais franchement, je ne me prends pas la tête. Juste le prochain combat, c'est ma deadline et j'essaierai de donner le meilleur possible. Ce qui est assez fou, c'est que je pense que tu as toujours eu cette manière de penser, parce que de ce que j'ai entendu ou lu de toi, à la base, le MMA, c'était aussi pour rester en forme. C'est C'est ça. juste un truc pour rester en forme. À quel moment tu t'es dit, tiens, de juste vouloir rester en forme, je vais pouvoir faire un petit truc parce que je sens qu'il y a quelque chose? C'est à quel moment que c'est venu cette idée-là? En fait, c'est venu de l'idée en fait que je voulais pas, tu vois, j'ai commencé à 28 ans, je voulais pas me réveiller après 30 ans et avoir des regrets. Mm. Donc je me suis dit, je vais essayer.
Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé et c'était plus le truc de pas avoir de regrets. Mais c'est quoi? Il y a un entraînement à jour, un sparring, il y a un truc où tu t'es dit: «Putain, là, tu vois ce mec qui est Un déjà déclic, tu un vois. déclic, ce mec, il est déjà un peu accompli, il a 10 ans de pratique et cetera et j'arrive déjà à être meilleur que lui». Il y a un sparring, par Ouais, exemple, bah, qui t'a fait ce déclic? là, il y a une anecdote. Alors, le déclic, c'est à cause d'un gars, il s'appelle Abdoulaye Camara. Il est de Houille et il était du club de Hatch. C'est un Guinéen, donc je le passe bonjour. Et en fait, on s'était embrouillé à un restaurant et il m'avait dit qu'il faisait du MMA et je le sentais chaud parce qu'il faisait du MMA. Donc du coup, je dis: «Ah, vous faites les chauds? Bah, je vais commencer les MMA». Donc c'est ça l'anecdote. La vraie raison, c'est celle-là. C'était quoi l'embrouille à la base? C'était Bah, non, c'est juste j'étais à l'entrée parce que j'ai fait beaucoup de sécurité Ouais. aussi et moi, je voulais pas le laisser rentrer parce qu'il avait pas réservé et Mmh. du coup, c'est de là, on s'est revus à la salle de sport et il avait entendu que je voulais faire du MMA et lui, il en faisait déjà et j'avais pas aimé sa façon de me parler donc je dis: «Bah, écoute, je vais commencer les MMA comme ça vous allez voir» et 1 an après, je suis devenu champion de France. C'est fou, c'est fou comme ça peut être sur des trucs, En vrai, c'est des détails, Tu hein. peux C'est t'embrouiller des avec détails. quelqu'un et tout, mais Bafodé, il met les, tu vois, il met la volonté Ah dedans. ouais, Ça, ouais. donc Bouge pas, j'arrive. en vrai, je le remercie. Donc Abdoulaye, merci. Et puis en plus, il a suivi toute ma carrière. Ouais. Donc du coup, c'est un peu grâce à lui que j'en suis là aussi aujourd'hui. T'as fait aussi t'avais commencé un parcours assez sérieux en foot aussi. Mhm, Je crois, t'avais essayé de te faire repérer dans des centres de formation, etc. mhm. Les échecs que tu as pu connaître en foot, en quoi est-ce qu'ils t'ont porté à ne pas reproduire ces mêmes échecs que tu avais connus dans ce sport que tu pratiques aujourd'hui en MMA? Alors, dans les échecs dans le foot, je suis parti tôt à l'étranger. J'ai joué à Tours FC, donc je jouais à un bon niveau. Je n'étais pas au centre de formation, mais j'étais juste dans l'équipe réserve. Je jouais bien, j'avais un bon gabarit, mais j'étais souvent stressé dans le foot, donc je pense que j'étais pas fait pour ce sport. Mais en fait, à 18 ans, dès que j'ai mon diplôme d'électricien, je suis parti en Angleterre faire des tests. Et je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dû rester en France et me construire en senior. Et moi, je voulais partir tout de suite, être une star du foot. Et quand tu n'as pas fait de centre de formation, c'est très, très difficile de percer après dans le foot. Donc, du coup, c'est vraiment le fait de me brûler les ailes dans le foot, de vouloir tout de suite, qui m'a fait comprendre que dans la vie, peu importe ce que tu commences, le savoir, c'est une arme. Mmh. Et le savoir dans le MMA, pour moi, c'est l'expérience de cage, la répétition de la cage, parce qu'il n'y a que la vérité de la cage. Mmh. Je trouve ça assez fou dans les parcours de se dire parce que en foot, il y a énormément d'élus. Alors, il y a beaucoup plus de potentiels clients de vouloir être joueur de foot, Mm. mais tu vois, sur un championnat français, par exemple, je sais pas si tu comptes qu'il y a 30 ou 35 pros par club, Mm. fois 20 en Ligue 1, fois 20 en Ligue 2, etc. Machin. Il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui peuvent devenir pro. Mhm. Le parcours en MMA, tu t'es dit que ça allait être plus facile d'obtenir ce que tu voulais obtenir en MMA que ce que tu avais justement connu en foot? Non, pour Pas moi, forcément. non, pas forcément. Pour moi, Charles, c'était pas forcément plus simple en MMA. C'est juste, je pense que j'étais fait pour ce sport. Je l'ai appris tardivement, mais je me rappelle en 2012-2013, quand je me préparais pour, par exemple, faire des essais dans des clubs, je faisais des prépas d'MMA sans le Mm. savoir. Je faisais des prépas de fou. Sur le foncier, tu veux dire, le Ouais, physique? sur le Mmh. physique, mais en fait, c'était des prépas qui me préparaient pour le MMA. Quand j'ai commencé à faire des prépas d'MMA en 2022, je me suis rappelé qu'il y a 10 ans, c'est ce que je faisais. Donc en Ouais. fait, j'étais mal dirigé et comme, je pense que j'étais fait pour le MMA parce que toutes les pas les facilités que j'ai eues, mais comment j'ai fait vite, c'est pas possible si tu es pas fait pour ce sport-là. Ça reste compliqué comme sport, hein, parce Ouais, que c'est vrai. quoi qu'il arrive, bon, alors déjà tu prends des coups, etc. C'est des trucs que tu connais moins dans d'autres sports, mais en plus de ça, tu es obligé de plaire à certains promoteurs. Enfin, c'est pas comme certains sports assez linéaires. On en a déjà parlé dans le Fighter Club, mais je prends souvent l'exemple du tennis, où Ouais. au tennis, si tu bats tout le monde, par exemple, tu es sûr que tu vas, même si tu pas marketing, etc., tu vas pouvoir, si tu bats tout le monde, tu es champion, C'est point, sûr, tu vois. oui, Il y a pas personne prend la décision de te placer là ou là, c'est tu ça. perces les tableaux, etc. En MMA, Baba, en MMA, sport de combat, c'est différent. Il faut quand même passer par des mecs qui vont dire, les frères Pourruit, par exemple, Mmh. chez Hexagon MMA, qui vont te dire, toi, je te prends et je te mets en main event, en co-main event pour la ceinture. C'est un sport où il faut convaincre les gens. Ah oui. Non, faut convaincre, il faut faire attention à son parcours et c'est là où je trouve que ce que Bafodé fait est fort parce que quand on se rencontre la première fois, il y a 2 ans, je me dis, c'est il peut le faire parce qu'il est dans des catégories élevées, certes, mais bon, commencer à cet âge-là et quand même dire: «Je vais faire mon circuit amateur, je vais pas brûler les étapes», ça demande beaucoup de force mentale parce que sinon, si tu vois que tu as le potentiel athlétique, si tu vois que ça se passe bien à l'entraînement, tu vas vouloir aller vite. Comme ce que tu as fait en foot, tu vas vouloir aller vite, tu vas dire: «En fait, ces mecs-là, c'est des pros, je tourne à la salle avec, je vois que ça se passe bien, il y a pas de raison en fait. Je vais essayer d'aller le plus vite possible» et c'est là que tu vas te brûler les ailes, c'est là que tu vas pas affronter, certains types d'adversaires et
tout ce que Bafodé il a fait, on y reviendra tout à l'heure, ça le prépare à ce que Pape il a fait dans la cage et de pouvoir t'adapter et pouvoir te dire ok, je vais faire 5 reprises avec ce mec-là parce que c'est une galère. Donc c'est difficile pour revenir à ce que tu disais sur le foot. Le foot c'est difficile, surtout quand tu viens de l'Île-de-France, tu le sais, parce qu'en Île-de-France c'est un La bassin. concurrence. Moi je dis toujours que c'est le bassin le plus incroyable qui existe au Bien monde. sûr. Ouais. Mais bien Pour sûr. le foot, mais c'est une dinguerie parce que tu vas jouer à ici les Moulineaux, ben, pour l'équipe des U13, il y a 11 joueurs sur le terrain alors que tu as 45 mecs qui peuvent jouer. Et tu en as 10 par poste, tu vois. Donc c'est extrêmement concurrentiel. Donc ceci étant dit, le combat, et je le dirai toujours, le combat, c'est la manière la plus difficile qui existe pour devenir riche. Donc tu fais pas ça pour être riche, tu fais Bien ça sûr. parce que déjà ça te plaît. Et surtout, et c'est ce que j'aime bien ce que Bafodé a dit quand il a terminé son propos, si t'es pas fait pour ce sport, t'es pas fait pour ce sport. Je le dis toujours, il y en a qui viennent à l'entraînement, qui commencent, ils aiment pas la répétition, ils aiment pas prendre des coups, ils aiment Oui. pas l'appréhension, ils aiment pas gérer l'appréhension, ils détestent gérer l'incertitude parce que le combat c'est l'incertitude. Et les gens détestent ça, tu vois. Donc moi je vois ceux qui sont prêts pour, qui reviennent, qui en redemandent, et ceux qui est une galère, t'es obligé de leur dire, bah t'es peut-être pas fait pour ça, c'est pas grave. Donc on peut parler de talent, on peut parler de travail, mais ça c'est du savoir-faire que tu vas pouvoir acquérir. Mais il y a des savoir-être, si tu les as pas, Savoir-être. Tout t'es à mort. fait. T'es mort dans le film en fait, et c'est mieux de Changer. retenter le foot C'est en CFA, tu vois. Ça Il y existe a- encore le CFA? je sais pas, ouais, ça doit exister encore. National 2 Ah, ok. maintenant. Pardon. Tu l'aimes cette incertitude justement qu'il y a dans ce sport? Ouais, parce que pour moi, en fait, le MMA aujourd'hui, dans l'époque où on vit, je vois qu'il y a beaucoup d'engouement parce que ça ressemble beaucoup à l'époque dans laquelle où on vit. C'est une époque difficile et il y a tellement aussi d'incertitudes dans la société aujourd'hui. Et moi, ce que je dis toujours, le MMA, tu peux pas mentir. Si tu veux, tu mens sur ta prépa, tu mens sur la difficulté d'entraînement, bah dans la cage, tu vas pas mentir et tu vas te faire punir, tu vois. Ouais. Donc non, j'aime tout ce que le MMA transmet en valeur, je l'aime et je pense que c'est des valeurs qui me correspondent. Ça te correspond et en tout cas, c'est des valeurs que tu retranscris dans la cage combat après combat. On le disait, tu as commencé le MMA il y a 4 ans, tu as eu 20 combats amateurs, C'est ça. je crois, Ouais, 20. 4 combats pro désormais. Si vous l'aviez reçu, c'était notamment parce que tu avais pris une ceinture à l'AEF. C'est ça exactement. Et j'ai re-regardé la carte de l'EF 4. C'était le 14 octobre 2023. Grosse carte. Non, mais vous vous souvenez Elle était des noms qu'il y avait magnifique. dessus? Ouais, Ouais, Je les ai renotés parce que tu sais, au début, je me suis dit, ouais, il y a Biora, il y a Bafodé, mais en fait, après, il y a lui. Ouais, Donc il y avait quand même Movsar Ibrahimov, Oui. il y avait Mathis Agrin, il y avait Thomas et Théo Meurice, Mhm. et Paul Donat, et Samba Siema, Oui. et il y avait même Amaury Wakozabo. Oui. Et donc, Ouais. Bafodé qui était là aussi, avec C'est Patrick ça. Abiora qui était headline de la soirée. C'est ça. C'était finalement de faire tes armes autour de tous ces mecs-là aussi, Mhm. avec tous ces noms-là qui depuis ont beaucoup grandi, Déjà, énormément Gros grandi. coup de chapeau à Willy Sirop. Hein, parce Ouais, que, ouais, faut le dire. C'est visionnaire, ce qu'il a scout, fait. ce que tu veux. Ouais. Franchement, tu vois, comme on a dit là, je passe le big up à Willy Sirop. L'AEF 4, c'était mon premier combat à la télé, premier combat, même merci à Chez RMC. RMC Sport. Exactement. Je suis passé, je crois, en plus à 21h10, donc tout le monde était branché. Bonheur. C'était un samedi soir, donc c'était En mon plus, premier combat à la à mon télé. avis, il y avait du Twitch aussi peut-être, donc il devait y avoir une partie gratuite qui Exactement. amenait vers. Ouais. Et voilà, ensuite, moi, j'étais le premier combat à la télé. Donc, franchement, non, c'était magnifique. Et il y avait des gros noms. C'était la première grosse carte amateur en France. Nous trois, on était en équipe de France. Moi, Samba et Paul, on était tous en équipe de France. Et après, il y avait en headline Patrick Abirora, Duragrin, Wakozabo, tout ça. Mais c'était une belle carte. Il y avait tous les combats, c'était des combats disputés et tout. Donc, non, franchement, des Mais superbes souvenirs. Là, ça, c'était il y a à peu près 3 ans. Tu fais cette même carte sur un truc aujourd'hui. Ouais. C'est un carton. En pro, tu fais ça en pro, tu vois. Déjà, tu pourrais- dis, waouh. Sincèrement, tu pourrais plus le faire. Enfin, Il c'est-à-dire faut une que grosse orga. faut une grosse orga, mais Faut que tout le monde soit ouais, signé, c'est ça, au faut que ce PFL, soit au ouais. PFL ou Bien sûr. il y a que le PFL qui pourrait faire un truc comme ça, mais sinon, c'est trop gros, tu vois. Enfin, ce serait déjà, tu vas pas diluer autant de noms sur une même carte. Non. Même si tu es dans une orga, tu vas dire attends, lui je le mets sur une autre carte, Ouais. je fais plusieurs cartes parce que là mettre tous ces noms sur une même Non, carte. c'est une ce serait dinguerie. trop, Moi, là. j'ai jamais fait de mystère, surtout à l'époque, parce que moi, ça correspond à peu près à l'époque où je commence à faire les RMC Fighter Club avec Herbie. Mhm. Et j'ai jamais fait de mystère sur le fait que je suivais pas le circuit amateur au départ. Donc, moi, c'est Sacha Alix qui me dit il y a Oui, une c'est carte de Sacha. fou à l'AEF, il y a tel nom, et c'est le premier qui me parle de Bafodé. Tu vois, il me Mhm. dit ah, tu verras et tout, il y a un mec qui est lourd alors qu'il combat depuis pas très longtemps.
Et bon, tu commences à regarder forcément parce que quand Sacha il rentre dans ta tête avec un mec qui te matraque, et j'ai fini par regarder. C'est comme ça d'ailleurs après que tu viens en plateau et tout, que tu finis par m'y intéresser. Donc ouais, c'est clair que quand tu vois le chemin parcouru par tous ces gars-là aujourd'hui, et que pour certains, bah, vous êtes à l'Hexagone, toi et Paul Dena, que d'autres sont au PFL et compagnie, bah, j'imagine que pour toi déjà, ça te donne une idée du chemin parcouru. Et pour certains qui ont signé dans une grosse orga mondiale, comme Patrick Abiroa par exemple, ça te donne une idée aussi Du de ce que chemin tu qui peux faire reste. en termes de Bien carrière. sûr, oui, oui. C'est ça, Patrick, ça reste un exemple aussi pour toi, le chemin de carrière qu'il a eu? Ouais, non, il faut dire la vérité. Patrick Abirora, en termes d'amateur, c'est celui qui nous a plus montré le chemin. Tu vois, je vais te donner une anecdote. Lors de mes premiers championnats du monde avec l'équipe de France, quand on va en Albanie, nous, on était tous nouveaux dans l'organisation des IMAF. Donc, on va à la pesée le premier jour. Et tu vois, toute l'équipe, moi, Samba, Wally, Hugo, tout ça, on rentre. Et on le voit, lui, il sort. Nous, on arrive à l'heure qu'ils ont dit à 6 heures. Lui, il est déjà en train de sortir. On comprend pas. Il dit, mais les gars, c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, quand tu fais une pesée aux IMAF, faut venir avant tout le monde pour partir avant tout le monde. Et juste ça, il nous a montré trop d'expérience. En plus, on l'a vu gagner. Donc, non, franchement, Abirora, ce qu'il a fait en amateur, c'est fort. Et tu vois, même moi, ça m'a inspiré à dire, il faut pas aller trop vite. Tu vois, il a fait beaucoup de combats amateurs et l'expérience qu'il a aujourd'hui, ça le sert pour tout ce qu'il fait. Donc, c'est très important. C'est fort et encore une fois, référence à l'épisode qu'on diffusera avec Boris qui lui Ouais, aussi ouais. s'est énormément inspiré de Patrick, d'autant qu'ils Oui. sont partenaires d'entraînement, qu'ils s'entraînent ensemble à Bruxelles, etc. Mais voilà, gros big up à ce qu'il a fait aussi. Gars plus jeune qui a montré la voie aussi de pas mal de mecs et qui donne de Bien sûr. l'expérience à des gars qui ont moins d'expérience dans le domaine mais qui sont un peu plus âgés. Donc bravo à Patrick aussi pour tout ce qu'il a fait. Rapidement sur Hexagone MMA 43, on va évoquer ce qui s'est passé sur l'ensemble de la carte, en parlant notamment du combat principal, mais il y a eu la victoire d'Alex Jean-Guillaume sur Christopher Ordena, celle de Souhait Lareski sur Max Valo, et donc malheureusement cette blessure d'Iliane Bouafia contre Mathieu Leto-Duclos qui intervient très très tôt dans la première reprise. Toi, tu étais le combat juste avant, donc Ouais. au main event, tu l'as vu ce fight ou tu étais à la douche? Non, t'étais, même pas. J'étais dans le vestiaire. Et au moment où je voulais le regarder, on me dit combat fini. Bouafia s'est blessé. Je dis oh. Et après, je suis allé le voir. Et il m'a dit il s'est claqué l'adducteur. Donc, j'ai pas vu le combat. Mais après, ce que j'ai vu, c'est que je crois que c'est sur un high kick, non? Il se blesse Euh, sur un high kick. Ouais, c'est ça, il envoie un kick et c'est à l'adducteur Ouais, c'est ça. que ça Il pète. envoie un high kick avec sa jambe gauche et c'est sur sa jambe d'appui, donc sa jambe droite. Ah. Tu vois que ça lâche et qu'il va tout de suite au sol. Apparemment, il y avait une blessure préexistante. Oui. En tout cas, c'est ce que Younes aussi a dit sur ses réseaux. Donc ça a fait beaucoup parler de bon. Déjà Mathieu il a gagné. Et lui c'est pas lui il fait ce qu'il doit faire dans Il la est cage. professionnel. hein. Il est professionnel. Contrairement à Yiri, il n'a pas eu de Non. pitié. C'est pas. dans une cage, tu dois Il pas, faut pas. n'est-ce pas? Mm. Maintenant, comme je dis toujours, après, bah, c'est le combat. La plupart, je montais dans l'ascenseur avec Bafodé, il m'a dit qu'avant le combat, il avait quelques bobos. Mhm. La plupart des combattants te diront que tu vas arriver dans le combat avec certaines blessures, plus ou moins graves. Maintenant, il y a des décisions à faire, il y a des décisions à prendre. Ils ont pris la décision de faire le combat quand même, ça a lâché. Bah, moi, j'ai pas épilogué Ouais. là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Bien Si sûr. la décision elle est prise, elle est prise. Bah ouais. Il faut juste assumer. Les On conséquences, assume ouais. derrière, il y a les Bien sûr. conséquences et puis voilà. Par Bah, contre, les conséquences, malheureusement, ouais. pour Iliane, elles sont terribles, oui. Ouais, c'est ça. Moi, Mais pour alors, moi, oui, ouais, elles il y a, sont il y a des terribles. questions à se poser peut-être parce que c'est vrai que quand tu vois Joshua Havan, par exemple, qui pull out son combat contre Taïra et qui combat sur le numéroté d'après, c'est-à-dire qu'il a un petit bobo Mm. qui va pouvoir se résorber en à peine un mois, mais du coup, même si c'est pour une ceinture UFC, etc., il préfère pull out sur ce combat-là pour le reporter d'un mois. Voilà, bon, Mhm. c'est des décisions à prendre et malheureusement, bon, Eliane devait penser qu'il pouvait tenir le combat. Je sais pas si toi, tu as eu des insides après, si tu as vu un peu les réactions de Mathieu, d'Iliane après le combat. Non, bah après, j'ai vu Mathieu, je l'ai félicité. Et après, bah, comme il a dit en interview, il a dit c'est les gentils qui gagnent, tu vois. Mm. Je sais pas trop pourquoi il a dit ça. Mais après, non, après, comme Baba il a dit, tu sais, même toi tu l'as dit, le MMA c'est l'incertitude. Donc tu vas dans un combat, tu peux avoir des blessures, c'est à toi de juger si avec ces blessures tu vas être au maximum de tes capacités ou avec ces blessures tu vas être en mesure de battre ton adversaire. Donc après, en plus, s'il sait qu'il était blessé, j'ai pas trop compris pourquoi il a envoyé un high kick. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui sont un peu dans l'incompréhension, mais le résultat final, c'est qu'il a perdu et que c'est que Mathieu a gagné. Et... Ouais, Non, je vois aussi qu'il y a beaucoup sur le high kick. C'est clair que ça interroge. Hein, Mm. tu te demandes pourquoi le high kick il a envoyé.
Moi, en toute franchise, je pense à de l'automatisme. Moi, c'est ce qui me Ouais, vient à peut-être l'esprit. la Je me dis que c'est quelque chose répétition. qui est complètement automatisé, que même lui, en fait, inconsciemment, Ouais, son cerveau lui dit: «Ouverture», tu as déjà drillé ça, dans ton entraînement, la jambe part et tu regrettes. ouais. Combien de fois tu envoies un middle dans un coude, tu vois le coude, hein, tu te dis: Mmh. «Attends, je vais envoyer» et tu Ouais, c'est regrettes ça. amèrement Mais quand bon, ta cheville vient s'écraser dans le coude. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est quoi ton rapport, toi, à la blessure et à certaines blessures avant d'entrer dans le combat, avant d'arriver dans le combat? Est-ce que mentalement, ça joue beaucoup dans ton arrivée dans un combat? alors, là, par exemple, en pro, j'ai eu une blessure qui m'a posé un questionnement. C'était avant mon 3e combat à Toulouse. Ouais. Je m'étais fait une grosse entorse au poignet gauche et donc j'ai beaucoup hésité avant de combattre. Ma kiné, elle m'a déconseillé, mais je suis quand même allé au combat et sur ce combat-là, j'avais une blessure au genou droit. J'avais mon cartilage qui était un peu parti, mais c'est avec les séances de kiné, ça allait quand même. Mais sinon, j'ai jamais eu de blessures qui m'ont dit où je dois arrêter. Mais si vraiment ça m'arrive, moi je pense que suivant l'enjeu, c'est possible que je Mmh. repousse, oui, hein, parce que les conséquences peuvent être très graves. Comment tu analyses justement des combattants qui, après des fights, vont trouver entre guillemets des excuses, mais mettent beaucoup en avant le fait qu'ils aient été un peu blessés, pas très bien dans leur prépa. Vu que toi, tu as justement cette philosophie de te dire si je me sens pas très bien, Mmh. je me mets en dehors du fight, Mmh. c'est pour justement ne pas avoir à trouver d'excuses si jamais tu vas sur le combat. Donc comment tu vois ces fighters qui font ça? Ah, moi je trouve que c'est un peu dommage parce que tu manques de respect à l'autre, tu vois? L'autre il s'est préparé, il t'a respecté, donc à toi aussi de dire, tu peux le dire après que tu étais blessé, mais en vrai ça va servir à quoi? Mmh. Parce que le résultat il va pas changer, hein. Non, ça sert à rien. Donc en vrai, ça sert à rien. Le mieux, c'est soit tu pull out, tu dis: «Je suis blessé, je peux pas», tu envoies le justificatif du médecin ou soit tu dis rien, mais Mmh. tu diras jamais rien parce que vu que tu as perdu, tu as un orgueil et tu veux que les gens, ils comprennent. Mais bon après, J'ai en plus, surtout là, je pense qu'il avait même pas besoin de dire qu'il s'était blessé avant parce qu'on Mmh. voit dans le Mmh. combat, il s'était blessé, Bien sûr, tu ouais, vois? bien sûr. Comment, tu regardes beaucoup l'UFC ou pas? Oui, Ouais, ouais, tu regardes, je regarde tout moi. tu regardes tout? Bah, parce Mmh. que avant d'aller en focus sur ton combat, mais juste Mmh. sur ce combat principal, parce que ça mêle à la fois la blessure dont on vient de parler Oui. et à la fois ta catégorie, chez moins de 93 kilos. Ouais, ouais, ouais. Comment, tu as regardé en direct dans la nuit le Hulbert Prochaska? Ouais, Ouais? Prochaska, bah, c'est un combattant que j'aime bien. Hulberg aussi, je voulais voir beaucoup ce combat parce que d'une, c'est ma caté. Alors, bah, tu vois, même, je sentais Prohaska gagner ce combat parce que je pense qu'il avait pas Hulberg, il avait pas l'habitude des 5 rounds. C'était Mmh. tout était nouveau pour lui. Prohaska, non. Je sentais Prohaska beaucoup plus prêt, beaucoup plus serein et du coup, heu, Prohaska, j'ai pas compris. C'est incompréhensible. Comme nous tous. Tu as une chance pour le titre. Qu'est-ce que tu fais? Le mec, il est blessé, tu mets juste 2 high kicks, c'est fini. Donc 2 low kicks, c'est fini. Après, voilà, il l'a payé, hein. Ouais, il y a eu pas mal de on a fait l'épisode lundi, mais Ouais, j'ai vu pas mal de réactions on a aussi beaucoup parlé après. Il y a depuis, eu ouais. des Chael Sonnen qui ont beaucoup parlé. Il y a Dean Thomas aussi aux États-Unis qui a beaucoup parlé, qui finalement, les gens sont très, très peu indulgents avec le Ah, il y a discours. Ray Longo aussi Ouais. qui l'a lu, Ah, il hein. l'a lu, ah ça, j'ai pas vu. Mais Ouais. c'est vrai qu'ils sont très peu indulgents avec le discours qu'a tenu Prochaska Parce que après, ton Mmh. en disant: «J'ai eu de la pitié», mais il dit: «Mais si tu fais ce sport, quelle pitié», tu vois? non, mais Et surtout, c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis dit: «Putain, ils ont pas tort», parce que ils ont raison! les moments où Prochaska, il y va comme un guerrier, qu'il a envie de découper la tête des mecs, il a pas de pitié pour eux à ce moment-là. Mais Donc là, dire qu'il a eu de la pitié sur cette action-là, finalement, c'est un peu bizarre après coup. Prochaska sur, 32 victoires, c'est 30 finitions, non? 30 je Ouais, crois qu'il y a c'est ça, 30 KO, ouais. ouais. 30 Ouais, finitions ouais. et 29 KO. Ouais. Quelle pitié! Ouais. De d'où où? Tu es le mec, je crois que c'est le gars qui a le plus de combats d'MMA dans la KT et c'est le gars qui a mis le plus de KO. Donc non, il a fait une erreur et en plus, Hulberg, il tape fort, il l'a couché sur un crochet, en plus il était en reculant. Ouais, Mmh. Donc non, erreur et tu t'es fait avoir, c'est tout. Ouais, ouais, Après, faut assumer. faut c'est un sport, faut pas être orgueilleux. Quand tu peux finir le combat, faut finir. Il y a Mmh. pas de ABCD, tu finis, c'est tout. On Ouais. parle après. Bon, on verra si, en tout cas, ça lui a apporté des leçons, parce que là, je Mmh. pense que la leçon, en tout cas, le film du combat, il va se le refaire. Il doit être en train de se le Bah oui, refaire depuis bien sûr. depuis 4 jours. Ça doit être Mmh. assez terrible pour ce qui se passe dans la Clair. tête de Prochaska. Mmh. Allez, on va aller sur le combat contre Pape, donc sur ton fight Oui. à Hexagone MMA 43. Déjà, j'ai entendu Jérôme Pourut une fois, le patron d'Hexagone MMA, dire que il t'avait croisé sur des compètes amateurs. Il t'avait dit: «Le jour où tu veux passer en pro, tu me DM sur Insta Oui, et oui. on verra ce qu'on peut faire». C'est vraiment comme ça que ça s'est fait? Oui, oui, c'est vraiment Mmh. comme ça. Parce que dès que je suis devenu champion de France la première fois en juin 23, j'ai combattu sur la carte de Hexagone, AEF, Brève à Nantes, à la H Arena en septembre. Mmh.
et c'était moi le premier de cette génération à avoir combattu pour Hexagone. Mmh. Donc quand j'avais vu un peu l'environnement professionnel, tout ça, une grande salle et tout, j'avais gagné mon combat là-bas et il m'avait dit tout de suite: «Dès que tu veux passer pro», le but c'était que je passe pro en janvier 24 au Zénith. OK. Mais je lui ai dit: «Non, non, non, je suis pas prêt» parce qu'ensuite je m'étais blessé au championnat du monde et ouais, ouais, c'est passé comme ça et ensuite dès que j'étais prêt, je lui ai envoyé un coup de fil, je lui ai dit: «C'est bon, c'est l'heure». OK, voilà, c'est beau, ça se fait par Instagram. Voilà, les Super. matchmaking se font par On Instagram, aime ça. parce que même à l'UFC, il doit y On avoir aime des ça. matchmaking Bah ouais. qui se font de la sorte. Avant ce combat, tu étais à 3 victoires, 0 défaites, 3 victoires par KO Mmh. dès la première reprise chez les professionnels. En fait, tu as été tellement impressionnant qu'il paraissait évident de proposer un title shot, pour, cette ceinture qui était vacante, Oui. en ce moment, chez Hexagone MMA, qui est désormais la tienne. Oui. Et c'est vrai que vu ce qu'il a fait dans ses premiers combats, c'était assez évident qu'il était chez Hexagone, c'était, Bafodé qui devait combattre pour la ceinture des Oui, moins de oui, 93. il y a pas à attendre, il y a pas à attendre. Quand un combattant comme ça fait ses preuves, il y a pas et que la ceinture est vacante, faut profiter de l'opportunité, surtout que Bafodé maintenant il a sa notoriété, il a ses suiveurs, donc tu sais que si tu fais le combat à Paris, ben, on va pas se mentir, ça fait aussi bon business pour l'organisation Mmh. et de mettre dans une carte comme ça un combat de Bafodé, c'était parfait. Ouais. Tout collait, tout le timing était bon en fait. Ouais, tout à fait. Face à toi, il y avait Lajos Pap, combattant slovaque qui comptait 7 victoires et 2 défaites et qui avait déjà pris une victoire dans l'Orga, c'était contre Amar Nessa en novembre dernier. Mmh. Comment il s'est fait le match-up face à Pap? Alors, on sait qu'en 93, c'est difficile de trouver des adversaires. On est la catégorie la moins fournie. Donc du coup, je pense que pour, la ceinture, Hexagone voulait vraiment un combat disputé. Mmh. Donc, je pense, une personne aussi qui va m'opposer de la résistance, comme j'ai eu 3 combats assez rapides et du coup, ils ont trouvé la Jospap qui était aussi, un choix logique, qui a déjà combattu dans l'Orga, qui a un bon record, qui a en plus de combats que moi. Donc du coup, le choix s'est fait assez rapidement et bon, je pense que quand on te propose la ceinture, t'as pas trop le droit de refuser s'il y a Non, pas de ni blessure bien ou sûr, ni de ton côté ni du sien, c'est ça. c'est Donc assez ça s'est logique fait assez d'accepter. rapidement. Ouais, ça s'est fait rapidement. On l'avait vu, il était déterminé, il était assez confiant, Mmh. y compris dans la conférence de presse qui avait eu lieu, 2 jours avant. Mmh. Bon, toi, d'habitude, on connaît ton style, tu avances beaucoup sur tes adversaires. Mmh. Au début du combat, quelle stratégie tu avais décidé d'adopter contre, Laius Pape? Non, au début du combat, c'était de mettre du débit, mais en fait, quand il était, le jour de la veille et le jour où je l'ai vu dans la cage, il m'avait l'air beaucoup plus imposant dans la Ouais. cage. Donc j'ai mis un peu de débit, mais après quand il m'a saisi, j'ai senti une force de fou et ensuite, je suis rentré dans mon instinct et j'ai combattu comme, mon instinct me dictait de combattre, quoi. Parce que forcément, pour un combattant comme Laios Pape, qui a en plus de ça un passif, parce qu'il a été 10 fois, je crois, champion de Slovaquie en lutte Ouais, gréco-romaine, ouais. donc forcément, on savait que c'est là-dessus qu'il allait aller. Ouais, c'est sûr. Et donc, finalement, je crois, 1 minute 30, au début, il accepte un peu de striker, et cetera, mais au bout d'une minute 30, il va coller. Ouais. Et là, c'est un combat de lutte qui débute. Mmh. Et forcément, on s'attendait à voir ça de la part du Slovaque. Ouais, moi c'est ce que j'attendais. Maintenant la question c'était comment Bafodé allait réagir. On attendait tous voir comment ça allait faire, comment, on y est en fait. Tu vois, tu te dis: «OK, voilà, on a un excellent prospect français qui va être testé aujourd'hui et même si on se parle, même si on le connaît, même si» là tu dis: «OK, maintenant on va savoir. Maintenant on va savoir, ça va être quoi le niveau» et on a tous vu la réponse. On a tous vu la réponse à plein de niveaux donc c'est quand même satisfaisant. Je sais pas pour toi ce que tu attendais de retirer de ce combat-là en dehors de la ceinture? Je pense Non, qu'il y a beaucoup de franchement, positifs. il y a beaucoup de positifs. C'est la première fois que je dépassais un round, Ouais. tu vois? Et en plus, la première fois, j'allais à 5 rounds. Donc maintenant, je sais de quoi je suis capable. Je savais que j'avais un bon cardio, mais on me disait souvent: pousse ton cardio» et là, vraiment, je l'ai poussé et en fait, dès qu'il devait m'attraper, je devais mettre crossface et sortir. Mais il avait trop de force. Mmh. J'arrivais pas à glisser ma main pour mettre le crossface et sortir. Donc du coup, ça m'a un peu pris de la force et puis après on est rentré dans un combat engagé. Il m'a amené au sol, je me relevais. Il y a eu beaucoup de phases de scramble et tout et c'est ça qui a fait que je pense que le combat a plu à beaucoup de monde parce Il qu'il y avait encaissait beaucoup aussi quand même. ah ouais, non, il avait un C'est menton clair. solide, Ah hein. ouais, ouais. Ouais, Tu le il a touches bien bien sur encaissé. certains directs, Je le des touche, gros jabs et tout, mais Il bougeait pas, mais je crois que c'est la lutte gréco-romaine, tu as des gros trapèzes, un mmh. coup balèze et non, il a pas bronché, hein. Parce que quand tu sors du premier round, parce que c'est quelque chose c'est une distance que tu connais à peine, voilà, Mmh mh. débuter le deuxième round et en plus, avec un combat où il y a eu, 4 minutes de lutte à peu près, Mmh. dès la première reprise. Comment tu ressors physiquement de ce combat et de ce premier round? Et est-ce que tu te dis: «Si on va à 5 rounds comme ça, physiquement, ça peut être très dur»? Pas forcément très dur parce qu'en fait, je connais mon cardio et ma capacité, donc je savais que moi, j'allais moins me fatiguer que lui Mmh. et lui, j'ai vite vu au premier round
parce qu'il le prend. Il m'a fait 3 amenés au sol, c'était très énergivore pour lui. Parce que moi, c'est dur de me garder au sol. Mais sinon, non, en termes de cardio, je savais que j'allais tenir quand même. J'étais vraiment prêt à faire 5 rounds. Ouais, parce que tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission, tu disais: «Mais je savais pas pourquoi, à l'entraînement, on me faisait Ouais. faire des sparring synchrone, C'est ça. et tu dis: «Grâce à ça, j'ai compris». Ah ouais, non, j'ai Et là, compris. tu bien On compris. on doit pas j'ai jamais négligé, un adversaire. J'ai toujours fait des prépas qu'il fallait et là, c'était ma première prépa en Mmh. 5 rounds, c'est long. Avec, Franck, mon coach, on a bien bossé. On faisait des rounds de 6 minutes. Donc on faisait 5 fois 6 minutes avec 2 adversaires qui changeaient toutes les 3 minutes. C'est-à-dire j'étais vraiment prêt et non, faut vraiment se préparer et le gars, on le savait qu'il allait pas tomber au premier. Ouais. Je pensais pas qu'il allait tomber au premier. J'aurais peut-être pu le soumettre, mais il allait pas tomber KO au premier. Ouais. Et le gars aussi, hein, il vient chercher un titre. Il vient chercher un titre mondial. Il y avait beaucoup de supporters, de son pays. Il est venu confiant et je pense sur tous ces combats, c'est le meilleur combat de sa carrière. Mmh. Ouais, Ouais. bah, je pense. Enfin, j'ai pas vu tous ses combats, Mmh mh. bien sûr, mais vu le combat qu'il a livré face à un Mmh. gars qui monte comme toi et qui a un niveau déjà mondial, Mmh. je pense qu'il a fait un très gros combat Bien par sûr. rapport à ce qu'il avait fait, auparavant. Et là où ce que j'ai bien aimé aussi, Baba, je sais pas si tu as trouvé ça, mais en Mmh. fait, c'est que finalement, pour un striker comme Bafodé, il a accepté d'aller lutter lui-même derrière et c'est lui qui prenait l'initiative parfois en lutte aussi derrière. Quand je te dis qu'on a appris des choses intéressantes et qui sont très positives pour la suite, c'est un peu tout ça. Parce que tu peux te dire, OK, le striker, il a fini par défendre toutes les amener au sol et il a fini par le toucher. En règle générale, c'est plus ce scénario-là qui se passe, tu vois. Mmh. Et c'est plus à ça que je m'attendais en fin de compte. Et en fait, tu vois tout le travail. Tu vois tout le travail qui paye. Tu vois des initiatives en lutte. Tu vois, en tout cas, de notre interprétation, que tu Mmh. acceptes un peu plus. Tu dis, OK, d'accord, tu m'as amené au sol, mais ça va pas être si simple. Donc, on va Mmh. avoir des positions dominantes. On va te Mmh. renverser. On va se relever. On va travailler dans le clinch. Il y a ce fameux coup de genou. Ouais, le coup de genou. Ah ouais, on va y revenir. Ouais, on Mais va y revenir. après, si je peux revenir sur ce que vous dites, Ouais. ça, c'est dû à mon expérience de ma finale des championnats du monde en Ouzbékistan. Mmh. J'ai appris un truc, c'est que quand tu tombes sur un lutteur, faut pas forcément fuir. En fait, rentre-lui dedans, lutte avec lui. Comme ça, il va pas s'attendre à ça et ça peut le fatiguer ou l'amener dans des trucs où il y pensait pas. Parce que lui, il sait qu'il est plus fort que toi en lutte. Mais si tu commences à le fatiguer sur ça aussi, il aurait jamais imaginé ça. Mmh. Parce que lui, il va se dire tout de suite, tu vas défendre la lutte. Et moi, au championnat du monde, ma finale contre un Ouzbek, j'ai fui la lutte. Or que je suis pas forcément un mauvais lutteur et bah, ça m'a porté préjudice, j'ai perdu. Expérience encore une fois de tout ce qui se passe en amateur C'est avant ça. qui apporte beaucoup derrière aussi chez les Mmh. professionnels, c'en est encore une fois, la preuve. Au deuxième round, il y a un moment où je trouve qu'il commence le round assez fatigué et tu te dis: «Bon, il est déjà un petit peu, atteint par la première reprise» et à un moment finalement il réussit à t'amener au sol. Mmh. Il arrive à prendre ton dos à un moment, mais Mmh. tu vois, autant dans l'action, donc comme je disais, c'est toi qui entamais parfois des phases de lutte, mais dans la réaction, tu étais très bon aussi parce qu'il y a un moment où il arrive à te prendre le dos, Oui. où on se dit: «Il peut faire quelque chose», mais dans la réaction, tu es très bon et c'est Mmh. toi qui ressors d'une position désavantageuse, tu te retrouves dans une position avantageuse. Ouais, non, c'était un combat disputé. On se laissait rien et à un moment, il prend mon dos, il veut m'étrangler, mais j'arrive à relever le coude. Il a pas bien forcément les crochets et en fait, on glissait vite. Nos corps glissaient vite parce que même moi, j'ai tenté énormément de Mmh. soumissions, mais j'arrivais pas à les concrétiser parce qu'avec la sueur, on glissait vite et ouais, non, sur ce combat-là, bon, on a fait 25 minutes, mais maintenant les gens, ils ont vu ma mobilité au sol, donc je suis pas content, tu vois, sur ça. Mais Ouais. sinon, Ah, c'est comme ça, tu vois? tu veux dire que ça y est, ça veut dire que tu veux dire que les prochains adversaires Il y a plus l'effet de seront surprise. seront préparés Ouais, du c'est vrai. fait que tu puisses te défendre au sol? Qu'au sol, je connais, tu vois? Ah OK. Tu vois? Tu as livré quelques cartes de ton jeu, mais C'est ça qui est dommage, mais c'est le monde du combat. ouais. Ça devait Tu arriver. combats, on voit ce que tu proposes. Donc là, maintenant, ils ont vu les gens, ah, il a un sol quand même, il Mmh. connaît. Ouais. Et je voulais le montrer en pratique parce que je voulais le soumettre, le gars, mais tranquille. 3e reprise, ça part, il y a un petit peu plus d'anglaise dans la 3e reprise. Je crois que tu Oui. arrives un peu plus à installer l'anglaise. Il y a un jab à un moment qu'on jab, voit ouais. bien au ralenti. Je sais pas si tu as vu Ouais. le Ah combat, non, ouais, le jab tu as vu, que il je est lui mets dès le début du troisième, ouais, ça le dur. sonne un peu. celui-là il est dur, ouais. Il est vraiment dur parce qu'il se le prend plein nez. Mmh. Et mon coach, il me le disait, fais boxe, jab, travaille avec ton jab. Et j'ai voulu, je crois, il m'a réattrapé ensuite. Et le troisième round, je pense que je lui mets un 18 parce que je lui mets énormément de dégâts. Ouais. Je le tape beaucoup. Et à la fin du troisième, il en peut plus. Il va Ouais. dans son round à 4 pattes, je crois. Et Ouais, toi, c'est t'es comment, ça, toi? ouais, c'est là où Parce il est que toi, t'es comment de dire, je lui mets tout ça dans la tête, mais il veut pas abandonner, quoi. En ce moment-là, j'étais un peu en mode robot, hein. J'essayais de taper seulement, taper. Je pensais même pas à mon cardio. Je pensais vraiment à le finir. Ouais. Et même à la fin du round, moi, je suis là, j'ai un peu de mal à retourner à mon camp, mais je sais que lui, il en peut plus, quoi, Ouais. tu vois?
Et ouais, le troisième round, je crois qu'il y a 18. Et en plus, à un moment, Antoine, aux commentaires, il parle de la spéciale Bafodé, Mhm. parce que quand même, à la fin de la troisième reprise, tu arrives à enchaîner en anglaise, Ouais. tu arrives à bien taper, etc. Tu touches, c'est là où on se dit peut-être que là, il va pouvoir trouver un finish. Tu t'es dit Mhm. à ce moment-là que tu pouvais trouver le finish aussi? Bah, moi, à ce moment-là, je pensais que j'allais le finir, mais le gars, il prenait des coups, mais il bougeait pas. Ouais. Il prenait des coups, il encaissait, mais il attendait. Je sais pas comment il faisait. Mais même ça, en expérience, c'est bien pour toi, parce que toi qui a une grosse force, qui a Mhm. l'habitude de mettre les mecs KO, Ouais, ouais. et que ça tombe et que le combat soit terminé, au Mhm. moins, même ça t'a poussé dans ton cardio et dans ton mental à Bien sûr. encore aller chercher autre chose. Ouais, non, franchement, c'est une expérience de fou. Mm. 5 rounds, au bout d'un quatrième combat d'MMA en pro, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont fait, donc je suis très content. Moi, je savais que j'avais un cardio, mais là, j'en ai la preuve. Donc non, c'est très bien. Quatrième reprise maintenant, et c'est là qu'il y a le coup de genou, Voilà. dont on a Le coup de parlé. genou Alors, gate. il y a Hugo Pérez, notre reporter et CM RMC Sport, qui était sur Mhm. place, qui a recueilli tes premières impressions et qui Mhm. l'a publié sur les réseaux RMC Sport Combat derrière, Mhm. où justement tu réanalyses cette phase-là. Raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu, parce que donc c'est une séquence, tu mets un coup de genou, Oui. Pape est au sol, mais en fait, dans les règles, tu avais le droit de mettre ce coup de genou. C'est ça. Finalement, l'arbitre arrête le combat, Mhm. analyse la situation et le combat repart. Donc tu perds cette position que tu avais Ouais, et tu perds le bénéfice du fait qu'il ait été sonné après ce coup de genou. bien sûr. Mais mentalement, ça semble pas te sortir de ton combat. Réexplique-nous un petit peu la manière dont tu vis cette séquence. Alors, franchement, je vis cette séquence d'une manière très injuste, parce que même là, quand j'ai re-regardé, l'arbitre était vraiment pas loin. Et moi, je le vois qu'il a pas de partie, il a pas ses hanches, ni ses genoux, ni ses coudes au sol. Je le vois, moi. Parce que ça, c'est pas quelque chose, je fais pas cette erreur-là. Parce que j'ai combattu en amateur. En amateur, on n'a pas droit aux genoux, on n'a pas droit aux genoux à la tête. Donc tu as toujours l'œil qui est. On Enfin, a tu as le cerveau qui est très vif là-dessus. Voilà, on le fait Mm. très attention. Quand tu as fait beaucoup de combats amateurs, vu que tu as pas droit aux genoux à la tête, debout ou au sol, tu fais attention. Donc là, je voyais, moi, il avait ses 2 pieds. Il avait juste sa main comme ça. Mm. Mais ses fesses, ils étaient contre la cage. Donc je lui mets un genou dans la tête normal. Le mec, déjà, à la fin du troisième, même début quatrième, il en pouvait vraiment plus. Ouais. Donc je le rentre tout de suite dedans. Et à mon avis, 15 secondes, c'était terminé. J'ai pas compris comment d'une, il arrête. Temps mort, bon, ok, tu mets le mec en sécurité. Mais après, pourquoi ils nous font reprendre debout? Ouais. C'est ça le problème. J'ai pas, c'est pas Ah, c'est bon. ça. Tu perds tous les Je bénéfices perds de, tous de les ce que tu as fait bénéfices. là. En plus, le gars, il était groggy. Et on se prend quoi? 1 minute 30, il se repose bien, il reprend debout. C'est-à-dire, j'ai tout perdu. Ouais, Et c'est en clair. plus, je perds un finish aussi. Bah ouais. Normalement, là, j'étais à 4-0, 4 finish. Tu vois? Ouais. Mais bon, je gagne quand même le combat. Mais normalement, ça, c'est un TKO. Ah, c'est vrai que c'est vrai que c'est une erreur qui peut causer des préjudices, parce que si à la fin il y a une décision qui est en défaveur de Bafodé par exemple, Ou je me et prends une bah là, soumission, ou tu ou lui je me fais prends un soumettre soumission KO, KO. ou il y voilà, a tu vois. quelque chose comme ça. Tu vois? Et voilà, pour tes stats, c'est Mhm. vrai que ça vient jouer un peu sur tes stats. En plus, mine de rien, ça aurait été bien aussi dans les stats de voir quatrième round finish. Ça Ça. prouve que tu peux arriver jusque-là et quand même être Bien sûr. bon et être méchant. Mais bon, je pense qu'après, les promoteurs qui tourneront autour de toi sauront qu'il y a Oui. ces phases-là et regardent tes combats. Mais c'est vrai que Baba, Mais c'est des petites erreurs d'arbitrage qui peuvent avoir des grosses conséquences derrière. Ouais, non, mais là, quand j'y pense, ouais, c'est un peu dommage. Je veux pas jeter la pierre. Non, ça arrive, bien sûr, mais c'est faut difficile, il faut faire juger dans le feu de l'action, on est être etc. humain, bien sûr. Mais c'est vrai que les conséquences, ça peuvent être Dramatique. relou, pour pas dire autre chose, ouais. Ouais, ouais, Tu c'est vois, clair. donc ouais. Bon, en tout cas, tu auras quand même mis ce coup de genou. Il l'aura pris Oui. quoi qu'il arrive. Ouais, non, bien sûr. Il y aura eu ce bénéfice Ouais. Bien sûr. du coup de genou. Mhm. l'a pris. Il y a ce R4 qui se termine. Interround, il y a de la sérénité dans ton coin. Il y en a beaucoup moins du côté de Pape. Il y a les Ouais. caméras MC Sport qui Bien vont aussi sûr. dans le coin de Pape. Et il y a moins de sérénité. Mhm. Et au R5, dernier round, pour la première fois, pendant la première minute, il accepte d'échanger au striking. Mhm. C'est peut-être la seule fois où il se dit tiens, on peut. Il y a des moments où toi, tu avais réussi à développer son striking sans qu'il arrive à défendre. Oui. Là, il se dit ok, j'accepte d'échanger en striking aussi. Oui, oui, non, j'ai vu ça. Donc, je crois à un moment, il essaie de m'envoyer un high kick. Moi, je lui avais mis des jabs au corps. Ça le faisait un peu mal au corps. Je l'ai beaucoup travaillé au corps. Et après, bon, je pense qu'il n'a pas voulu durer là-dessus. Je pense que Mm. c'était dû parce qu'à la fin du quatrième, on voit son camp qui lui met des claques dans la tête. Ouais. Réveille-toi, Ouais, genre, ouais, ouais, c'est là, ça. c'est le dernier Ouais. round, Ouais. donne tout. Donc, je pense qu'il a essayé, mais après, il s'est vite rendu compte que ça allait pas le faire, quoi. Ouais, le round se prolonge et à 1 minute 30 de la fin à peu près, tu Mhm. réussis une rupture de contact. Ouais. Là, tu réessayes d'instaurer une grosse. Et encore une fois, hein, bravo, parce que Mhm. là, tu étais à 23 minutes 30 de combat. Mhm. Et là, tu remets un coup de cardio et un coup d'énergie pour essayer de refaire mal en striking. C'est ça. Finalement, il revient coller. Le combat se Ouais, termine un non. peu comme ça. Je le retape, crochet, uppercut. Ensuite, je le mets en clinch, je lui mets un genou dans la tête, il met un genou au sol. Mais il était solide. Et franchement, c'est je pense que c'est mon meilleur combat de ma carrière.
Ouais, Oui. L'enjeu, la durée, la durabilité de l'adversaire, les phases où il domine, moi je domine. C'était un combat très engagé et tu vois, moi, à la fin de mon combat, j'étais un peu déçu parce que je l'ai pas fini. Mais après tous les ressentis que j'ai eus, les gens ils m'ont dit: «C'était mmh, un bon combat» et même moi, quand j'ai revisionné le combat, mmh. bah, franchement, c'était plaisant à voir, quoi. Ouais, bah, tu passé plus de temps dans la cage sur ce combat que sur tes 3 premiers combats pro, Ouais, hein, très largement parce ouais. que c'était que des premiers rounds à la fin. Mmh. Après forcément sur le ressenti, bah, tu as juste connu une autre distance et tu as une nouvelle expérience grâce C'est à ce ça. combat parce que quand on voit les crochets plein menton que tu mets avant avec beaucoup de précision aussi, on peut dire que c'est des gros combats. En plus, Mmh. il y a des combats où tu avais été aussi un petit peu dérangé par Bien sûr. certains adversaires, mais tu t'en es sorti et tu les as mis KO, donc Mmh. c'est bien, ça vient compléter Ah non. ton expérience. Antoine et Taylor, Baba, je sais pas si tu es d'accord aussi avec ça, ils disent qu'ils ont vu à l'UFC, par exemple, des combats en moins de 93 kilos qui étaient moins intéressants que celui-ci. Bien sûr. Alors là, je suis prêt à Donc, débattre n'importe qui quand ils Mmh. veulent, hein. ouais. Mais et beaucoup, pas un peu, Bien sûr. beaucoup. Il y a Bah, de toute beaucoup de façon, même, combats qui étaient pas de ce niveau. même le combat ce week-end, Walker contre Reyes, Ah ouais, j'ai oublié ça. tout le monde pensait qu'elle allait avoir un KO. Je l'ai pas vu, hein. Ils ont tourné, ils Faut ont que je le tourné. faut que je le regarde. Parce que bon, les 2 ils ont le menton fragile. Je vais le regarder ce combat. Mais bon, moi, je me comparerai pas à l'UFC dans tous les cas. Mais c'était un combat âpre. Bah, tu te compares pas à l'UFC, mais tu es au Factory depuis 2023, C'est ça. c'est ça? Ça fait Mmh. 3 ans maintenant. Tu en as vu passer des gabarits Oui, importants, oui. des mecs balèzes. Cyril est à Paris en ce moment en plus, Oui. donc j'imagine que tout le monde en profite. Mmh. Est-ce que ça te donne une idée de ton niveau par rapport à ce qu'on appelle le niveau élite? Parce qu'il y a des gars élites qui sont passés quand même au Bien sûr. Factory. Ah, alors je pense que je commence à m'en rapprocher doucement, doucement. J'étais parti avec, Cyril à Abu Dhabi pour voir, ressentir Oui, c'est vrai que c'était c'est là-bas. quoi l'UFC. Bah, on s'était vu là-bas. Donc du coup, non, l'UFC franchement, c'est quelque chose qui donne envie, surtout dans la catégorie 93, c'est une catégorie qui est demandeuse à l'UFC. Donc je pense que c'est un rêve pour, chaque combattant qui combat en light heavyweight et du coup, je pense que je commence à m'y rapprocher petit à petit. Mmh. Aujourd'hui, je suis, 189e mondial sur Fight Matrix, donc je suis dans le top 200 et dans le top 200, il y a des gars de l'UFC, tu vois? Ouais, c'est clair. Mmh. Et j'ai regardé d'ailleurs sur Fight Matrix par rapport à l'âge aussi. Mmh. Donc, tu as 32 ans aujourd'hui. Mmh. Bah, encore un sujet évoqué avec Boris Atangana aussi, parce que forcément, lui, sait qu'il, même si il a pris moins de coups aussi dans sa carrière, donc il va Mmh. pouvoir avoir une maturité un peu plus tardive, Bien sûr. etc. Mais par rapport à l'âge, chez moins de 93 kilos sur Fight Matrix, le seul mec plus jeune que toi qui arrive le premier dans le classement Fight Matrix, il est 19e. Mmh. Tu vois, c'est un mec du PFL, c'est Sullivan Coley, qui est Mmh. combattant PFL. Il a 29 ans, il est 19e de ce classement. Mmh. Tous les mecs qui sont entre la première place et la 18e place du classement Fight Matrix chez moins de 93, ils ont plus de 32 ans. Tu vois, Bien donc sûr. comment tu analyses aussi ça par rapport à ton âge et à quel moment tu te dis que ça pourrait être le max de ta carrière, tu vois, le prime de ta carrière, tu pourrais l'atteindre à quel âge d'après toi? En fait, je pense, moi, tout dépend du fait, dans quel ar par ex ça dépend du nombre de coups que tu prends, Ouais. mais moi, je pense que je commence déjà à être dans mon prime, mais on sait qu'en light heavyweight, on peut durer et si jamais, ça commence à être compliqué, tu peux monter en heavyweight, Mmh. tu vois? Mais sinon, non, je pense que il suffit de bien s'entraîner. Moi, j'ai commencé les MMA tard, j'ai pas pris de coups aussi. Mmh, mmh. Donc en vrai, j'ai juste pris beaucoup d'expérience. Donc je suis peut-être déjà dans mon prime ou peut-être il va arriver, mais c'est pas une question que je me pose ça. Ouais, c'est vrai, Baba, c'est des catégories où tu peux briller de manière assez tardive. Les catégories plus légères, c'est beaucoup plus C'est compliqué sûr. Ouais. d'avoir 40 ans et de Oui, oui, combattre. oui, oui. Mais là, quand on voit, tu vois, quand on voit la carte de ce week-end, tu as parlé de Reyes, tu as parlé de Walker, et puis il y a eu d'autres gars qui sont beaucoup plus âgés. Hulberg, il a Même 36. voilà, c'est ça, on était étonnés en faisant l'émission. Tout ça, on s'était dit, ah, mais Hulberg, il est plus âgé que Ouais, Prochaska. bien sûr. On se disait, mais c'est fou, il a Et 36 ans, il paraît tout neuf. et Pereira, il a combien? 38, Pereira, 39? 38, ouais. Je crois qu'il a 38, ouais. Glover Teixeira, champion à 42 ans. 42. Ça veut dire qu'on est on est dans une caté qui est peu fournie. Ça veut dire qu'en vrai, toutes les organisations savent qu'un 93, c'est dur à trouver. Mm. Ça veut dire, même je pense, hein, tu as 35 ans et tu as un bon record. À mon avis, si tu mets des KO et tu es vendeur, pour moi, tu es signable partout. Ouais, c'est Donc, vrai. faut juste se concentrer sur la performance, quoi. Ouais, même dans cette caté, au final, Paulo Costa, Mourzakanov, les mecs, ils ont 35, 36, sûr. 37 peut-être. Ils donc ont du c'était, kilométrage. Surtout, ce ils ont qui est du important, kilométrage, c'est que ouais. c'est des gars qui ont du kilométrage. C'est des Ouais. gars qui ont pris des coups. C'est des gars qui ont pris des KO. Mm. Ils en ont infligé. Ils en ont pris. Quand tu regardes Reyes contre Walker. comment il s'appelle, contre Mm. Walker,
c'est ce que je te disais quand on a fait le débrief. Tout le monde s'attendait à un accident de voiture, le combat. Mhm. Mais quand tu analyses avec plus de finesse, tu te dis, nous, on aurait dû savoir que ces mecs-là, ils en ont marre de Bien se faire sûr. éteindre la lumière. Et à un moment, il faut changer quelque chose. Tout à fait. Donc à un moment, il faut combattre de manière plus prudente parce que ça y est, ils sont fatigués. Les mecs, Ouais, tu prends fatigués. 4, 5 KO. Enfin, faut voir les KO qu'ils ont pris. Le KO qu'il a pris contre Hulberg, Reyes, il est dur. Sûr. C'est un combat où moi, je suis dans son coin, je me dis, faut qu'on ait la discussion qui va être chiante, mais faut Mm. qu'on ait cette discussion-là. Là, j'ai vu tes neurones sortir de la cage. Ouais. Et Walker, je t'en parle même pas. Il y a un highlight de lui avec sa tête qui rebondit. Ouais. Même tu- contre Ozdemir, le KO qu'il Ouais. prend. je Ouais, pense. mais il y a, Et- il y a un truc intéressant par rapport à ça, parce que Reyes, dans les avant-combats, il disait aussi le fait d'être papa, ça a changé pas mal de trucs en lui, etc. Toi, tu es déjà Oui. père de 2 enfants. C'est ça. Est-ce que. Et tu as dit d'ailleurs que si tu es arrivé plus tard, c'est aussi que c'était pour t'occuper, parce qu'ils ont qu'un an de différence, je crois, C'est ces ça, 2 enfants. exactement. Ouais. Donc ça a été très intense pendant, Bien je sûr. pense, les deux. Non, deux, je trois pouvais premiers- pas. Bah, Tu pouvais pas, donc ça. j'ai eu ma première fille juin 23 au championnat de France, mes premiers championnats de France. Elle sort la veille des championnats de France. Donc déjà, je suis à 18 de tension parce que j'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais. Et ensuite, la deuxième, un an après, elle vient. Et comme j'avais un studio, je pouvais pas dormir la nuit. Donc toute la première partie, le premier semestre 2024, je suis mort parce que je suis dans le studio, j'ai un nourrisson. Donc même à ce moment-là, je me dis, c'est pas le moment de passer pro. Parce que tu peux pas faire d'erreur. Toutes les erreurs que je pouvais faire en amateur, je les ai fait. Et j'avais le droit de les faire à ce moment-là. Mm. En pro, faut pas faire d'erreur. Ouais. Donc j'ai retardé tout ça. Mais donc finalement, c'est quelque chose que tu as en tête et qui t'aide aujourd'hui aussi à être plus calculateur, Ah oui, plus, tu vois, avec une tactique qui est un petit peu différente aussi dans tes combats que si tu n'avais pas d'enfant, tu crois? bah, bien sûr, quand Ouais. tu as des enfants, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu rentres dans la vie, dans la vraie vie, tu vois. Donc non, il faut faire attention. Surtout que nous, on Mm. fait un sport et on monte une carrière. Mm. Tu vois, il faut bien que les gens comprennent qu'on est en train de monter une carrière. Une carrière, ça se monte, ça se construit. Mm. Peu importe où tu es. Tu vois, moi, je suis à la mairie, j'ai monté ma carrière, j'ai passé des concours, tout ça. Donc du coup, non, il faut faire les choses intelligemment et il faut performer dans la cage. Un petit mot sur, on parlait du MMA Factory, sur Franck Firoul qui est ton coach, Ouais. qui te suit depuis un moment, Ouais. qui est aussi le head coach du striking au Mhm. MMA Factory. Comment est-ce qu'il t'a aidé justement toi à te développer? Est-ce que ce striking très puissant, tu le dois aussi à lui aujourd'hui? sûr. Comment lui, alors qu'il est coach en striking, il t'aide aussi sur d'autres domaines? Tu vois, comment ça Mhm. se passe votre collaboration? Bah, notre collaboration, elle est née lors de la F4, lors de mon premier combat. Donc depuis ce jour-là, on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, on a beaucoup. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans qu'on est ensemble. Il y a eu beaucoup de bons résultats positifs et beaucoup de changements aussi. Avant, je ne savais pas striker comme ça, tu vois. Il m'a beaucoup développé dans les enchaînements, dans la façon de me placer, parce que je ne faisais pas de sport de combat. Et du coup, non, franchement, Franck, il m'a beaucoup aidé. Et merci encore à lui. Et j'espère que notre collaboration durera encore longtemps, tu vois. Moi, J'ai j'aime bien monter avec les gens. J'aime bien qu'on a une équipe et on monte. On a commencé en bas et on monte ensemble, quoi. j'ai vu une vidéo de lui sur un de tes KO. Mhm. Il est dans le coin, c'était pareil, c'était mis sur les réseaux RMC Sport Combat. Mhm. Il a beaucoup de sérénité, il est très posé, non, il est Mhm. très calme parce que il y a tout le coin qui se lève, qui commence à monter dans la cage. Et lui, il dit à tout le monde, ouais, calme, calme, posez-vous. Alors que, parce que je pense que ton adversaire, il devait être au sol, Ouais, il était il KO. avait un peu de mal à se relever, etc. Mhm. Donc il y a aussi une sorte de calme, il tempère aussi un petit peu peut-être certains excès que parfois tu pourras avoir. Ouais, après, moi, ça va, je suis quelqu'un d'assez calme. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'entre toi et ton entraîneur, vous devez avoir une bonne alchimie. Le combat dont tu parles, c'était le combat à Toulouse, lors de mon 3e combat pro. Il me dit de mettre des coudes et tout de suite, je les mets. Il y a vraiment une bonne alchimie Ouais, entre nous c'est deux. ça. Et c'est très important entre un athlète et son entraîneur d'avoir une bonne alchimie. Et non, franchement, après, il connaît ma force. Il Mm. connaît, il m'a vu que quand on fait mes sparring, il voit aussi mon cœur, il voit comment je suis. Donc, du coup, lui, souvent, il sait, il connaît le résultat. Il sait que s'il prend celle-là, ça va être compliqué pour l'adversaire, quoi. Et puis le MMA Factory, c'est vrai que Baba en faisait référence tout à l'heure, mais c'est une écurie où déjà tu as pas mal de mecs qui sont assez lourds. Oui, bien sûr. Donc ça te fait une bonne capacité d'avoir des sparring qui sont à ton niveau et Mhm. à ton poids. Mhm. Et qu'est-ce que ça t'a appris de tourner avec un Cyril Gane, par exemple? Ce que ça m'a appris, c'est que faut. Déjà, moi, Cyril, je trouve, c'est vraiment un striking d'élite. C'est un combattant complet, mais vraiment un gros striking. Et non, quand je tourne avec lui, je trouve que c'est dur de le toucher et que ce que tu vois, il le voit déjà, tu vois. Tu sens le haut niveau et tu sens aussi que le gars, il est allé dans des rounds difficiles, contre des gens difficiles. Et tu vois, ça vraiment, quand par exemple on était à Abu Dhabi, Mm. sur le combat contre Aspinal, on sentait que Aspinal n'avait pas connu ça et que lui, il l'avait déjà connu.
Et pour moi, je pense qu'il aurait gagné ce combat. Mais quand on tourne avec Cyril, moi, c'est le ressenti que j'ai, quoi. Quelle influence a aussi Fernand Lopez sur des combattants comme toi, dont il n'est pas dans ton coin, Mhm. mais c'est le patron du MMA Factory. Quel rôle il a aussi auprès de ta carrière? Bah écoute, moi, dès que je suis arrivé au Factory avec Fernand, ça s'est bien passé. Il m'a toujours, heu, il m'a toujours guidé sur des points fondamentaux et sur lesquels je devais vraiment travailler. C'est-à-dire moi, Fernand, il m'a toujours dit: «Bafo, la vitesse, la vitesse». En fait, Fernand, il va te dire ce que tu dois développer pour performer au haut niveau. Mmh. D'accord? Donc et déjà même, une anecdote quand, on avait fait le combat contre Nantois, j'étais mal rentré dans le combat et Fernand, il m'avait dit après ce combat: «Bafo, comment tu es rentré contre Nantois? Tu dois pas faire ça en pro». Donc on a décidé d'aller aux IMAF 2024 et c'est par rapport à ça que je suis allé aux IMAF, j'ai performé, mais il m'avait dit que tu dois mieux rentrer que ça. Il m'a toujours bien indiqué et dès que j'ai besoin de lui, moi, bah, on parle et tout, quoi. D'ailleurs, on en profite, Baba, hein, pour parler de Fernand Lopez, parce que l'autre Ouais. jour, il y a eu un tournage avec Fernand Lopez ici d'un Baba Versus. Exact. Ah, Donc, il d'accord. va J'ai reçu sortir. Fernand, ouais. Donc, Ah, t'as- tu reçu Fernand? Et Ah ouais. ouais, il y a on un a bel- parlé il y a un bel entretien. presque 2 heures, donc Ah, bah, c'est voilà. bien. Il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Presque Nickel. 2 heures. Donc, il y a un Baba Versus. On est mi-avril actuellement. Donc, c'est quoi? Pour fin avril, début mai que ça va Ouais, sortir? devrait pas tarder. C'est ça? Dans les 2 Ouais, bah, prochaines nickel. semaines. Avec un bon Fernand Lopez. Ah, il Nickel. était Fernand Lopez. Voilà ce que je peux te dire. Très Exactement. propre, très classe, très bien habillé. Toujours. J'ai regretté de ne pas toujours. avoir mis mon costard d'ailleurs. Mais c'est une très bonne discussion, donc j'espère qu'elle va plaire à tout le monde. Voilà, Baba Versus disponible fin avril, début mai sur RMC Sport, évidemment sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat aussi. Mhm. Pour terminer, sur ta fréquence de combat, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Quels sont tes objectifs à court terme? Est-ce que tu as envie de combattre, si tu ressors bien de tes combats comme tu l'as actuellement, est-ce que tu as envie de combattre quoi, 3, 4 fois par an? Est-ce que tu préfères rester à 2 combats par an maintenant que tu as une ceinture? Est-ce que tu comptes défendre cette ceinture hexagone plusieurs fois? Comment tu vois le futur à moyen, à court terme? Bah, écoute, moi, la première année, j'ai fait 3. Cette année aussi, j'aimerais faire 3. Mais bon, après, comme c'était un combat pour la ceinture, tu peux avoir un petit temps d'attente avant d'avoir. Là, aujourd'hui, je suis champion. Mais bon, après, moi aussi, j'ai 32 ans. Le but, non, c'est de combattre le plus rapidement possible aujourd'hui. Après, est-ce que je vais aller au Contender Series ou est-ce qu'il y aura des opportunités pour moi? Je sais pas. S'il n'y a pas, bah, je défends la ceinture et on continue, quoi. Bon, en tout cas, c'est plus à toi de call out les gens, hein, parce que Ah non. maintenant tu es champion. Oui, oui. Parce qu'il y a un combat où tu avais call out Greg MMA, par exemple. Ah oui, ce combat-là, bon, tu vois, aujourd'hui on est sur RMC. Non, moi je l'ai call out pour 2 raisons. Il y avait la ceinture est vacante en 93. On est les 2 mecs qui ont le plus de combats dans la KT et il était devant moi sur Fight Matrix. Aujourd'hui, il l'est toujours, mais il a pris sa retraite. C'est simplement pour ces raisons-là. Et je sais que moi, contre lui, ça remplit tous les zéniths. Mais sinon, j'ai rien contre lui. Et puis là, je pense qu'il avait raison de ne pas prendre ce combat. Moi, j'ai tout mon avantage à prendre ce combat et lui, non. Mais c'est tout. Tu vois, je respecte le gars, il n'y a pas de problème, moi. Ouais, ouais. De toute façon, on a croisé Greg il n'y a pas très longtemps, Baba. Je pense pas qu'on le revoie Il rapidement. n'a pas l'air chez de Hexagone. vouloir reprendre. Non, mais je crois qu'il a pris sa Pas retraite, sûr. non? Parce que j'ai Après, regardé voilà. l'épisode avec toi. Oui, alors il le dit, il le laisse clairement entendre, mais c'est Mhm. toujours pareil avec vous. Et je dis Avec vous, les je dirais combattants. avec moi entre autres. Tu dis, formuler, je suis à la retraite pour un combattant. Écoute, ça fait 3 ans que je fais des versus, j'en ai fait, je crois, 21 ou 22. Mhm. La plupart des combattants retraités, 90% des mecs que j'ai reçus Sont- me l'ont dit, je n'ai jamais formulé ma D'accord. prise de retraite. J'ai jamais dit, je suis à la retraite. Moi, je pense hein, que quand je dirais je suis en retraite, moi. Mais Te c'est prendra au bien, mot, t'as dit- Bafodé. t'as dit je pense devant. Ouais. Je Déjà, pense. déjà, tu mets de Et la ça, certitude. c'est bien, Ah. parce que il y en a eu trop des retraites. On parlait l'autre jour de Conor McGregor. des C'est la mecs vie de comme combattant, ça parce que la vie de combattant, ça se vit. Une vie de combattant, Non, c'est un- vrai une- aussi. c'est une vraie, c'est un vrai mode de vie. C'est une Et je pense que expérience. quand tu vis cette vie-là pour de vrai, et ben en fin de compte, tu as un mindset. C'est pas quand je dis ego, faut pas le prendre de façon négative. Bien C'est sûr. simplement que tu as besoin d'ego pour être un combattant. Hmm. Bah, ton ego va toujours te dire, tu peux en faire un dernier. Bien Tu sûr. vas être devant ta télé, tu vas regarder les mecs de combat, tu vas dire, moi je pense que lui. Bien sûr. Je peux faire quelque c'est chose. sûr. Mais- Et c'est comme ça, tu vois. On le voit parce que, et en plus, c'est un mec très réfléchi, Michael Lebou, avec qui on bosse souvent, etc. Mhm. Il a pris sa retraite, mais quand, Ça le démange. Non, mais quand on est à des soirées ici, Ah, ça on doit le voit des démanger. orgas françaises, en plus, il regarde, il fait ah là là, j'aimerais bien aller le taper, lui, j'aimerais bien c'est aller le sûr. taper, tu vois. Le Donc, connaissant, le peu que je le connais, c'est sûr, il est comme ça, lui. ah ouais, Il Mika, doit regarder, il doit péter sa J'essaie tête. de pas trop le Dément, titiller parce que j'essaie de respecter le fait qu'il est à la retraite. Hmm. Il a fait une très très belle carrière. C'est- Mais tu le vois bien que oui, Ah, c'est tu c'est sens, normal. ouais, l'âme du combattant, elle reste là. Non, mais c'est surtout, en plus, eux, ils ont commencé les MMA où c'était interdit en France. Aujourd'hui, comment ça se développe, franchement, ça donne envie, quoi. Bien sûr. Donc, moi, ce sentiment, je le comprends.
Nous, on a commencé à l'âge d'or. En plus, j'avais, moi, une bonne génération. Donc, nous, ce sera peut-être pas la même chose que eux, mais je le comprends, moi. Aujourd'hui, en plus, comment tu vois, ça se développe, des orgas françaises, des zéniths. Tu te dis, mais vas-y, je peux le faire, quoi. Tu vois, en plus, je combats chez moi, je peux ramener ma femme, mes enfants, ils ont grandi. Allez, donc, c'est tout à fait normal. Ouais. Clairement. Bon, vous l'avez compris, Bafodé Gassama est très très loin d'être à la retraite. 4 combats professionnels, 4 victoires. La dernière pour cette ceinture qui est à côté de toi, que tu nous as fait le plaisir de ramener ici au RMC Fighter Club. Champion chez le moins de 93 kilos chez Hexagone MMA. Et donc ta première défense, elle sera aussi sur RMC Sport. Et on espère aussi pouvoir en reparler ensemble. Merci Bafodé d'être passé par le studio RMC Sport et nous avoir donné cette primeur de ce grand débrief et de ta vision pour le futur. Baba, merci comme d'habitude. Merci à vous, merci Charles, merci Bafodé, merci Top. On kiffe la vie, c'est trop bien. Nos mercredis sont trop bien. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. Franchement, on se fait vraiment beaucoup de kiff de recevoir des passionnés, des combattants comme toi. Donc merci encore beaucoup, à toi et force pour la suite. Merci à toutes et à tous comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez-vous des rappels quand les épisodes sortent. Suivez à la fois les plateformes de podcast et à la fois YouTube parce qu'on les publie pas toujours sur YouTube. Mais abonnez-vous là où vous le pouvez, ça donne toujours de la force au RMC Fighter Club et on essaye de vous proposer toujours plus de contenu et d'invités. Merci à Daniel Torres et Flavien Ziolkowski qui étaient aujourd'hui en régie et à très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.